BFM Business, l'émission qui donne envie d'entreprendre, l'entreprise BFM avec les éco-entrepreneurs. Philippe Bloch et Arnaud Le Gall. Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entreprise BFM, l'émission qui chaque week-end se fait un plaisir de vous donner envie d'entreprendre avec bien sûr toujours mon ami Arnaud Le Gall. Bonjour Arnaud. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et tous. Rédacteur en chef aux échos, je le dis plus, allez, tout le monde vous connaît. On le sait. Non. 546 émissions plus tard, on vous connaît. Alors évidemment la formule ne change pas puisqu'on accueille chaque semaine un invité du week-end et une niaque en première partie. Ce week-end nous avons le plaisir de recevoir dans un instant Francis Clément Devino, le président du groupe Devino, suivi de Marie-Éloi, la fondatrice de Bouge ta boîte. BFM Business, l'entreprise BFM. L'invité. Et l'invité Arnaud, il fabrique des objets qu'on rêve d'avoir sur nos cheminées, qui créent des atmosphères. Le roi de la bougie, Francis Clément Devino, le président du groupe Devino. Effectivement, Philippe. Alors notre invité, il est à la tête d'une de ces entreprises qui font du lifestyle, comme on dit aujourd'hui, de l'art de vivre, en bon français, un pôle d'excellence tricolore. Alors c'est une marque de bougies, vous l'évoquiez, et plus largement de produits de senteur. Je crois que c'est le terme consacré pour la maison. Alors c'est une entreprise familiale qui a un peu plus de 200 ans, excusez du peu, puisqu'elle a été fondée en 2003. Francis qui 1803. Oui. En 1803, pardonnez-moi, j'ai du mal à actualiser. Erreur de calcul, ça m'arrive de temps en temps. Francis, qui incarne donc la 5e génération, l'a rejointe, lui, il y a un peu plus de 20 ans. Après, pour faire très court, une école de commerce et puis 10 années de carrière dans un grand groupe de l'agroalimentaire. On n'était pas tout à fait dans le même domaine. C'était Danone, pour ne pas le citer, et les surgelés Marie, même pour être précis. Et c'est dire qu'il a dirigé l'entreprise dans des années, ces 2 dernières décennies, qui, comme dans tous les domaines, ont été marquées par mondialisation et Internet oblige, une concurrence de plus en plus acharnée. Et Devino y a répondu en cultivant son savoir-faire, bien sûr, ses métiers traditionnels, mais aussi avec beaucoup d'innovation. Pour n'en citer que 2, on peut parler des diffuseurs de capsules de cire parfumée. Je crois que c'est l'objet que vous avez juste à côté de vous, Francis. Et puis également des bougies qui fonctionnent, qui associent le feu et la LED. Il pourra peut-être nous en dire 2 mots. Un autre projet aussi, toujours pour cultiver une différence qui est synonyme d'exigence. C'est une très très grande intention et un véritable investissement dans tout ce qui concerne la responsabilité sociale, sociétale et environnementale de l'entreprise. Alors comment est-ce qu'il voit les lignes de force de ce qui va être en fin de compte le 3e siècle de cette auguste maison? C'est entre autres ce que Francis Clément Devino va pouvoir nous détailler aujourd'hui. Merci Arnaud, bonjour Francis Clément Devino. Bonjour. 200 ans. Et c'est votre première télé, votre première radio? Eh oui, tout à fait, oui. Eh bien, écoutez, on est heureux et honoré de le découvrir ensemble, que ce média pour vous. C'est une entreprise qui veut être discrète? Oui, c'est une entreprise qui est discrète, c'est une entreprise familiale, puisque je représente la 5e génération. Oui. C'est une petite ETI qui fait 48 millions d'euros de chiffre d'affaires. 5 générations, ça paraît peu en 200 ans? Ça a été lancé par l'arrière-grand-père de mon papa. Ça a démarré dans un garage, avec un seau dans la région nantaise, avec un seau et quelques bougies fabriquées comme ça. L'entreprise a vraiment pris son essor dans les années 70, lorsque mon père a fait le choix de suivre le développement de la grande distribution. D'accord. Il faut se souvenir qu'à l'époque, il y avait des circuits longs et des circuits courts. La grande distribution est un circuit court, et il a pris le risque de suivre le développement des Carrefour et des Leclerc, des hyper, bien sûr, des hypermarchés. C'est ce qui a permis de construire le groupe et de racheter des concurrents et de constituer ensuite le groupe sur nos trois principales activités qui sont le clergé, la bougie haut de gamme et la bougie pour la grande distribution. Le clergé, bien sûr. Bien sûr, énorme marché, toujours pérenne. Alors, c'était quand même un sacré pari, puisqu'on est dans une activité dont le cœur de métier, le métier originel, est très très artisanal. La grande distribution, c'est un univers effectivement qui est fait de grandes structures. Alors, ça vous a sans doute déghettoisé par rapport à certains de vos concurrents, mais on imagine que la marche a été importante à franchir. Est-ce que votre père vous a justement fait partager cette expérience? Oui, alors la marche était importante. Mon père était un excellent vendeur et ça lui a permis de développer l'entreprise assez rapidement avec les enseignes de distribution, mais il a aussi fallu à un moment donné investir beaucoup dans l'outil industriel pour pouvoir effectivement avoir des produits de qualité et des produits qui soient aussi compétitifs par rapport à une concurrence asiatique. Et vous êtes, je crois, très attaché aux produits en France en plus. On est extrêmement attaché aux produits en France. Combats. Ça fait partie des valeurs de l'entreprise. Oui. Mon rêve serait de réveiller l'achat citoyen. Révéler l'achat citoyen. Ben voilà, pourquoi pas tenter ça pour la première radio. Si je peux le dire comme ça. C'est partie de la RSE aussi, vous savez. Voilà, c'est effectivement dans la démarche RSE. Il mérite d'être réveillé?
Je crois qu'il est en train de se réveiller. Je crois qu'on n'a pas grand-chose à attendre malheureusement de nos politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite. Pourtant, c'est quand même même s'il y a des nouvelles qui sont intéressantes en ce moment. Oui. Mais je pense que c'est important effectivement de sensibiliser nos concitoyens, les citoyens français, à acheter français. Est-ce que vous faites partie de tous ces industriels qui, en fin de compte, lorsqu'on leur demande comment est-ce qu'ils réussissent à maintenir des activités en France, nous disent c'est la valeur ajoutée? Oui, alors c'est la valeur ajoutée. On a énormément investi dans l'outil industriel pour pouvoir lutter contre les pays à bas coût de main-d'œuvre. On investit aussi énormément, ou on essaye d'investir dans l'innovation à travers notre produit Syris, à travers notre bougie LED. Ça nous permet de sortir de la spirale de la baisse des prix. Par l'innovation. Mais alors, juste pardonnez-moi, mais je ne connaissais pas, moi, le nom de Vino. Est-ce que j'aurais dû? Ou est-ce que, finalement, on parle du clergé, j'avoue, quand je mets des cierges dans une église, je ne vois pas. Vous ne regardez pas la marque? Non, je ne regarde pas la marque. Simplement, c'est la volonté de la marque d'être un producteur, finalement, presque avec l'absence d'une marque, ou est-ce qu'elle existe et j'y ai échappé? Alors, dans le clergé, sur le marché du clergé, la marque existe, c'est la marque Desfossés, elle est connue et reconnue. Sur la grande distribution, c'est la marque de Vino. Et puis pour le marché haut de gamme, c'est la marque Bougie La Française. D'accord. Ça, c'est une volonté de votre part de séparer un petit peu ces marchés? Tout à fait. Et qui sont des marchés qui pèsent quoi d'ailleurs dans votre modèle? L'activité grande distribution, c'est à peu près 50% de l'activité du groupe. France uniquement ou dans le monde entier? Non, alors France et Europe. Peu dans le monde, parce qu'on a un produit qui est pas très cher et qui s'exporte pas forcément très bien. Et puis ensuite, le reste, c'est 25% activité haut de gamme et 25% activité clergé. Ce qui est assez en termes de diversification des risques, c'est important. Voilà, on a notre trépied, et ça c'est un souhait de mon père dès le début, lorsqu'il a fait de la croissance externe, de dire il faut qu'on ait un bon trépied, comme ça si à un moment donné on a une des pattes qui va pas très bien, on se cassera pas la figure. Ceux qui durent nous disent généralement ce genre de choses, effectivement. Une question que je voudrais vous poser, parce qu'on accueille régulièrement des représentants de ce tissu formidable, des ETI familiales. Quand on est un jeune homme et qu'on réfléchit à son parcours professionnel, est-ce qu'on s'imagine systématiquement dans l'entreprise? Encore une fois, vous avez passé 10 ans en dehors de celle-ci avant de la rejoindre. Et si je peux me permettre, parce que ça j'en ai une deuxième question que je voudrais vous poser, est-ce qu'on s'interroge pas à un moment où finalement la bougie aujourd'hui est plutôt un objet plus de décoration et à part peut-être dans les églises que d'unité absolue, sauf quand il y a une panne de courant, c'est quand même pas le marché d'avenir la bougie a priori au siècle de l'électricité. Alors expliquez-moi comment de la déco et du lifestyle, comment on y voit un avenir justement, comment on en fait malgré tout un marché prometteur et on se lance dans l'aventure familiale. C'est effectivement un marché d'avenir. C'était un marché de panne d'électricité, comme vous venez de le dire, dans les années 70. Oui. On est passé à un marché de déco, on est passé à un marché de lifestyle, de produits senteurs. Quelle différence entre le déco et le lifestyle? C'est la senteur? Oui, c'est la senteur. On monte d'un cran, on est de plus en plus sur de la bougie parfumée. Oui. Et aujourd'hui, avoir le marché du bien-être, si vous me permettez. Tout à fait, avoir une bougie chez soi. Pour le spa, les spas notamment. C'est devenu effectivement un acte normal. On fait des bougies de massage, on fait des bougies pour des spas, on fait des bougies anti-moustiques avec une efficacité garantie à 80%. Là, il y a un avenir mondial pour toujours. Voilà. Donc vous voyez que le marché de la bougie, il a encore de belles années devant lui. Pour répondre à la question d'Arnaud, pas d'inquiétude quand vous rejoignez l'entreprise familiale sur l'avenir de l'entreprise. C'est pas cette question-là que vous vous posez, si tant est que vous posiez des questions à l'époque. Alors la question que je me suis posée à l'époque, c'est est-ce que j'avais envie de le faire ou est-ce que j'avais pas envie de le faire. C'est la question numéro 1 à se poser, oui. Après 10 ans dans le groupe Danone, c'était le moment effectivement de tourner une page et de rejoindre mon père et mon frère dans l'entreprise, et c'est la raison qui m'a donné envie de rejoindre. Et avant encore cette école de commerce et ce passage chez Danone, le tout jeune Francis, il se voyait ailleurs que dans l'entreprise, ou c'était une évidence ou quelque chose? C'était pas du tout évident. Voilà. Au-delà des soirées que je partageais avec mon père qui me racontait ses journées, c'était pas du tout évident que j'intègre l'entreprise familiale. Ça vous faisait envie ou pas? J'étais parti dans l'agroalimentaire, moi. Oui, mais ça vous faisait envie de l'écouter le soir, vous raconter? Oui, c'était des très bons moments. Oui, l'entreprise a connu des moments difficiles ou pas? Est-ce que le parcours de votre père, est-ce que vous l'avez senti comme compliqué, difficile ou extrêmement excitant? Non, l'entreprise a vécu des moments difficiles. Oui. Il y a des moments où il fallait financer la croissance et c'était pas facile. Il y a des moments où il fallait convaincre les banques et c'était pas facile. Il y a eu des moments où ça a failli. Il y a des moments où la rentabilité a faibli et c'était pas facile. Mais on est toujours là. On a la volonté d'exister encore longtemps et puis de continuer à accompagner nos clients avec des produits de plus en plus jolis et qui parfument de mieux en mieux. Alors, je l'évoquais, malgré les difficultés d'investissement qui sont communes à bien des ETI, hélas, que vous évoquiez, vous avez beaucoup misé sur l'innovation. Ça, c'est un choix, oui. C'est devenu un choix véritablement structurant. On en a là une illustration. Ça se décrète pas. Voilà. Ça doit se mettre en action. Et comment est-ce que vous y êtes pris? Comment est-ce que vous vous êtes aventuré quand même assez loin de votre marché d'origine? Parce qu'hormis le fait qu'il y ait de la cire parfumée dans les capsules, ça n'a quand même rien à voir avec l'objet original. Il y a une inspiration venue de l'agroalimentaire avec Nespresso sur la capsule qui peut vous avoir réfléchir, mais... Oui, on me dit souvent que je suis le Nespresso. C'est un peu ce que je suis en train de regarder, j'ai ça sous les yeux, là, effectivement. Oui. Ce qui serait un peu prétentieux. Non, je vous le souhaite en tout cas. C'est venu comment? C'est venu simplement en étudiant effectivement les habitudes de consommation.
Aujourd'hui, vous avez 30% des gens qui ne consomment pas de bougies, 25 à 30% qui ne consomment pas de bougies. À cause de la flamme, ils ont peur de la flamme. Ouais. Voilà. Ils ont peur d'accidents domestiques. Ils ont peur, et Dieu sait si c'est pas vrai, des dégagements de composés organiques volatiles. On en entend parler parfois, et je pourrais éventuellement y répondre si vous me posez des questions sur le sujet. Et donc, il fallait offrir, et pourtant, ils veulent diffuser un parfum dans leur maison. Ils veulent que quand on rentre chez eux, on leur dise ça sent toujours super bon chez toi, c'est génial, etc. Et c'est comme ça qu'on a réfléchi à ce produit. Alors quel est-il ce produit? Parce que nous on le voit là de loin, mais expliquez-le nous, ce produit, aux auditeurs qui ne vous voient pas. Voilà, ce produit c'est un diffuseur de parfum. Oui. Donc c'est un petit diffuseur électrique dans lequel on va mettre une capsule qui est remplie de paraffine et cire parfumée. D'accord. Et on va donc pouvoir diffuser le parfum dans la maison sans aucun risque. Il n'y a pas de flamme du coup, il n'y a pas de flamme, il n'y a rien, c'est juste l'action de la chaleur qui fait que le parfum va se sublimer dans la maison. Et la cire fond, elle disparaît ou... Elle fond, elle ne disparaît pas, non. D'accord. Elle sert de support au parfum en fait. Et lorsqu'il n'y a plus de parfum, on la change, à quel moment la change-t-on? Alors on la change environ au bout de 10-15 heures de diffusion, parce qu'effectivement le parfum s'évapore dans l'atmosphère. C'est pas mal déjà. Ce qui est déjà pas mal. Et ce sont des produits qui sont vendus aux alentours de 2,90 € à 3,50 €. La capsule. Les 4 capsules. Les 4 capsules, pour 4 jours en gros de bonne odeur chez soi. Comment est-ce qu'on met en œuvre un projet comme celui-ci? Parce qu'on voit bien, votre métier originel, c'est de produire des bougies. Là, il faut produire un appareil, un petit appareil électrique, même s'il n'est pas d'une extrême sophistication. Il y a aussi toute la réalisation de ces capsules. Il y a tout le travail à faire sur le packaging également. Donc, une autre type de négociation avec vos distributeurs éventuels. C'est entièrement géré en interne, des équipes dédiées, c'est en partenariat avec des startups ou d'autres apporteurs de solutions? Alors, c'est en grande partie géré en interne. On a travaillé avec une société externe pour le design, on a travaillé avec une société française pour la conception du produit. C'est essentiel aujourd'hui, voilà. Et ça, c'est important. Sur la partie industrielle, on a travaillé en interne et on a développé notre propre machine pour fabriquer ces capsules. On a démarré avec des capsules en aluminium qu'on achetait en Allemagne. Et puis, dans cette volonté RSE, développement durable, on a cherché des solutions alternatives et on a trouvé à 300 km de chez nous une société française qui fait des capsules biodégradables. Et maintenant, on est passé en capsules biodégradables avec un composant made in France. C'est une vraie innovation ou est-ce que vous l'avez aussi vu ailleurs qu'en France avant de le lancer? Non, c'est une vraie innovation. C'est un produit qui n'existait pas auparavant. Donc, nulle part dans le monde, vous n'avez repéré. Il y a des diffuseurs, mais d'autres substances sur lesquels on... Le diffuseur existe, mais, avec des huiles essentielles, mais pas sur le modèle de notre produit Siris. D'ailleurs, les prochaines gammes seront effectivement avec des huiles essentielles aussi. Quand il a été lancé Siris, et non pas Siri. Hey Siris. Siris a été lancé il y a à peu près 2 ans environ. Oui. Avec des enseignes de distribution. Carrefour, qui est le premier à nous avoir fait confiance. Oui. C'était des investissements qui étaient importants pour nous, d'un point de vue financier. Bien sûr. Donc on avait demandé à Carrefour de nous accompagner par rapport à ça, et c'est vrai qu'ils nous ont aidés et fait confiance. Et puis ensuite, on a développé le produit. Le diffuseur vaut combien lui-même? Parce que très souvent, c'est les capsules qui font la richesse. Le prix de vente du diffuseur, c'est à peu près, en fonction des enseignes, entre 25 et 29 €. Très bon marché. Donc c'est plutôt très très bon marché. Et les capsules, comme je vous le disais, c'est entre 2,50 €, 2,90 € et 3 €. Et pardonnez-moi, juste une question. Compte tenu de ce lancement, le succès a été immédiat ou pas dans la grande distribution et sur les marchés sur lesquels vous l'avez lancé? Au bout de 2-3 mois, on a commencé à avoir effectivement des résultats satisfaisants. Comment on lance un truc comme ça? Est-ce qu'on le fait par les réseaux sociaux aujourd'hui? Comment est-ce qu'on lance un produit de rupture, grand public, novateur? On a effectivement lancé avec l'enseigne Carrefour pour démarrer. On a fait de la communication sur Facebook. On a monté notre site Facebook. On a monté un site internet aussi pour promotionner le produit. Pour Siris. On s'est servi de YouTube. Est-ce que vous avez essayé aussi de contacter des influenceurs ou des influenceuses dans le domaine du lifestyle? Alors on est effectivement maintenant en relation avec des influenceurs et des influenceuses qui nous aident effectivement à poursuivre le développement de ce produit et d'autres d'ailleurs, puisque ce sont dans ce domaine de l'art de vivre des nouveaux modes de découverte et de commerce maintenant. Et là, est-ce que vous jouez la carte Made in France? Parce qu'on peut imaginer que le savoir-vivre français, l'élégance française, la décoration française dans le monde a de l'influence. Et est-ce que vous avez des ambitions mondiales sur ce produit? Ambition mondiale, non, ça serait prétentieux. Si on arrive à le développer au niveau européen, déjà, c'est pas le cas pour le moment. On sera content. C'est pas le cas encore. Oui. On est présent dans quelques nouvelles enseignes aussi. On est présent chez Darty. Vous voyez, c'était une diversification pour une entreprise comme la nôtre. Bien sûr. Après, on verra. Les marchés, c'est plutôt la grande distribution. La version 2 va bientôt arriver. On peut l'acheter en ligne? On peut l'acheter. On va pouvoir l'acheter. Oui, on peut l'acheter en ligne, pardon. Mais chez vous ou bien chez moi? Chez vous aussi, d'accord. Tout à fait, sur notre site internet. Au passage, vous avez évoqué votre souhait, encore une fois, pour être cohérent en termes de démarche RSE, de trouver une solution, et ce que vous avez réussi à dénicher pour avoir des capsules qui soient biodégradables. Tout à fait. C'est bien ça le concept. Pourquoi cet engagement? Parce que ça fait du sens pour une entreprise ou pour une PME française. Ça fait du sens par rapport à un acte d'achat citoyen justement. Et ce sont des choses sur lesquelles
On pense, quand je dis je pense, moi et toutes les équipes qui m'accompagnent, que ça peut être effectivement un levier de différenciation pour demain, et que c'est en tout cas un bon moyen de résister par rapport à l'importation de produits chinois ou américains, souvent de qualité moindre en plus. C'est important dans votre discours de marque, mais justement si ça passe par les réseaux sociaux, ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que vous voyez aussi que votre public est sensible. De plus en plus, oui. Le Made in France est une valeur qui se développe. Pardonnez-moi, Francis Clément Devineau, je n'ai aucune idée de ce qu'est le marché de la bougie. Vous évoquez des concurrents américains, etc. Il y a des gros acteurs mondiaux sur ces il y a des très très gros acteurs mondiaux. Nous, on est premier fabricant français. Vous êtes le premier français. On est à peu près 6e, 7e européen. Oui. Et le premier américain, le premier mondial, est un américain qui doit faire 10 fois ou 12. Mais ce sont des gens qui ne font que ce type de produit, que des bougies, ou bien ce sont des gens qui font d'autres groupes, majoritairement de la bougie et des produits de senteur, oui. Vous évoquez la croissance externe que vous avez opérée plusieurs fois. Il y avait des entreprises françaises que vous avez pu racheter pour grandir, effectivement. On a racheté que des entreprises françaises, effectivement. Qui étaient les plus petites. Ou d'autres qui avaient fait des choix un petit peu plus hasardeux. Ou moins malins que celui de mon père. Comment vous êtes-vous imposé dans l'entreprise? On pose toujours cette question quand on arrive, si on revient sur l'aspect un peu entrepreneurial de votre aventure. S'imposer dans l'entreprise familiale, comment on fait quand on est uniquement le fils de son père à ce moment-là? Eh bien, on prend son temps, on va pas trop vite. Et mon père étant un homme prudent, il m'a d'abord mis au commerce. Il est resté en charge de la boîte au début. Il est resté très longtemps, effectivement, avec moi. On a ensuite créé un directoire avec un conseil de surveillance. Mais votre frère travaillait déjà dans l'entreprise? Je travaillais avec mon frère qui était déjà en entreprise. Oui. Donc nous étions tous les deux au directoire et mon père au conseil de surveillance. Et quand il a jugé qu'on était capable de reprendre le flambeau, sans jeu de mots, on a retransformé l'entreprise en SS avec un président directeur général. Tout ça, c'est un processus qui s'est étalé sur combien d'années? Parce que souvent, on se rend compte qu'il faut 5 à 10 ans pour réussir une transition. On est au-delà, un peu moins de 10, un peu plus de 5. Voilà, donc plein dans la cible. Alors, votre père a été l'homme de la grande distribution, vous êtes à l'évidence l'homme du marketing, de la rupture et de l'innovation. Et du design. La prochaine génération, Clément Devineau, elle sera celle de quoi s'il y en a une 6e? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a une 6e pas déclaré encore, mais... Ça, c'est important. Il faut les laisser se déclarer. Il faut les laisser se déclarer. Est-ce que le week-end et le soir, vous parlez business avec vos enfants? Je n'ai que 52 ans, donc on a un peu de temps devant nous. Oui. Mais vous aimeriez? Ça serait une belle suite, oui. Qu'est-ce qu'elle pourrait être la suite? Mais on ne les forcera pas, nos enfants. C'est eux qui décideront si effectivement ils ont envie de continuer cette aventure ou pas. C'est pas toujours facile, ça peut être un cadeau empoisonné. Absolument. Et la croissance viendra d'où, à votre avis, dans les années qui viennent? De ce type de produits, de nouvelles innovations? Elle viendra des innovations, nouveaux marchés, de ce type de produits. Elle viendra de la bougie senteur. Parce que c'est un produit qui se développe de plus en plus et sur lequel il y a des attentes qui sont encore fortes de la part des consommateurs sur des produits de qualité. Ceux qui réussissent dans ce marché aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont plus que ceux qui réussissent aussi sur ce marché? Qu'est-ce qu'ils ont que vous n'avez pas? Les plus gros ont une puissance de feu plus importante. Ouais. Mais il y a encore des boîtes à racheter dans votre activité? Il y en aura certainement, oui. Oui. Peut-être pas aujourd'hui, mais il y en aura peut-être à l'international, notamment. Et le passage par Danone, ça apprend quoi quand on passe 10 années dans une excellente école de vente pour son marketing et de management, puisque vous étiez plutôt sur quelle partie vous-même? J'ai occupé des fonctions de négociation commerciale et managériale. Donc pas marketing, mais commerce. J'y ai appris beaucoup. Avec une marque, c'était avec une marque qui était Marie. Et donc le poids de la marque, c'est quelque chose quand même dans un univers comme celui-ci. Vous avez appris des choses? J'y ai appris énormément. Qui vous ont servi après dans cette aventure? Je suis plus généraliste dans mes missions au quotidien aujourd'hui, parce que chef d'entreprise, c'est plus un généraliste. J'ai de belles équipes autour de moi. Et votre choc, qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans la vie du salarié que vous étiez, qui avait sa voiture de fonction, qui partait le week-end avec moins d'ennuis en tête que celle de l'entrepreneur? Quelle est la rupture s'est faite comment? Vous venez de faire la réponse. On dort moins bien, on travaille plus et on n'a pas la même voiture de fonction. Et on s'en fout un peu, vous êtes d'accord? Et à l'arrivée, on s'en fout un petit peu. Voilà, mais il y a une mission plus gratifiante finalement. Absolument. Et aujourd'hui, donc, votre plus grande fierté dans cette reprise d'entreprise, dans cette reprise d'entreprise familiale, quelle est-elle? C'est de pérenniser le groupe, parce que c'était le souhait de mon père, et c'est une fierté, une satisfaction de continuer à travailler avec 340 collaborateurs et d'essayer de faire en sorte que Devineau soit présent pour les 10 années à venir. Et l'aspect Made in France, vous évoquiez le fait qu'il fallait réhabiliter en France, mais est-ce qu'il est véritablement possible, d'après vous? Est-ce que l'on peut durablement résister à l'ensemble de ce qui se passe en dehors de nos frontières? Il serait possible, moi je crois qu'il est possible, et il serait possible s'il y avait juste un tout petit coup de pouce sur une TVA responsable ou quelque chose. Les besoins, ce serait quoi pour le rendre encore plus? On peut pas être fier de notre modèle de protection sociale et pas le faire payer à des produits d'importation. On peut pas être fier de nos démarches RSE, parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui et c'est ce qu'attendent aujourd'hui les consommateurs, et ne pas le faire payer à un moment donné, ou tout du moins par quelqu'un, ou en toucher les bénéfices. Idem sur l'écologie, idem sur le développement durable. Et je crois que
Ça nécessiterait une sorte de TVA responsable. Je ne veux pas dire une TVA sociale, mais une TVA responsable. Pour les entreprises qui ont ces valeurs. Pour les entreprises qui ont ces valeurs et qui bénéficieraient donc d'un taux qui serait effectivement plus compétitif et qui permettrait de stopper cette concurrence déloyale, parce qu'un produit chinois, ça, c'est pas fabriqué comme dans les usines de Devino. Et ben voilà, pour la première télé et radio de Francis Clément Devino, une interpellation au gouvernement. Réduisons la TVA sur les entreprises socialement responsables. Merci beaucoup. Vous êtes le président du groupe Devino et je vais me précipiter pour aller tester Cyrus. Et tout de suite, c'est la niaque de la semaine. BFM Business, l'entreprise BFM. La niaque de la semaine. Et la niaque ce week-end, c'est Marie-Éloi, la fondatrice, Arnaud, de Bouge ta boîte. Effectivement. Alors Drôle de nom. Oui, notre invité est en passe de devenir une habituée de nos niaques. Nous l'avions déjà reçu au moment où son formidable réseau d'accompagnement des femmes qui entreprennent, Femmes de Bretagne, avait commencé à se développer, voilà, et ça s'est étendu au-delà de cette région. Et là, voilà que cet ex-reporter qui est devenu, donc vous l'avez bien compris, manager, lance cette fois-ci une entreprise, toujours au service des femmes entrepreneurs, mais pas simplement pour les aider à créer leur boîte, ça, il y a déjà beaucoup d'offres, mais vraiment pour réussir à développer celle-ci et tout simplement, concrètement, à réussir à vivre de leurs activités. Et croyez-moi, il y a beaucoup encore de terrain à gagner dans ce domaine-là. C'est un nouveau projet sur le berceau duquel se penchent déjà pas mal de bonnes fées. On peut citer BPI France, BNP Paribas, ou nos amis d'EY, toujours très engagés sur l'entrepreneuriat. Avec une marque aussi niaqueuse que Bouge ta boîte, nous ne pouvions pas manquer de la faire venir dans ce studio pour qu'elle nous précise ce qu'elle veut proposer justement à celles qui, comme elle, veulent faire bouger les lignes sur leur marché. Une marque niaqueuse. Bonjour Marie-Éloi. Bonjour. Alors c'est vrai que vous étiez venue. D'où vient cette passion pour aider les femmes entrepreneurs? Je sais pas, je pense que c'est en moi. Je suis le premier cobaye de Femmes de Bretagne, qui est un réseau d'entraide qui compte 5600 membres en 3 ans. C'est un moment où j'avais besoin de me sentir plus légitime et en s'entraidant, on est capable de faire des choses incroyables. Et puis Bouge ta boîte, là c'est qu'est-ce qui manquait? Pourquoi cette entreprise-là? Qu'est-ce qui manquait à ces femmes entrepreneurs? Arnaud vient de le décrire, mais et un constat très clair, c'est-à-dire que trop peu d'entrepreneurs réussissent justement à vivre de leur activité. Voilà, c'est ça. Ça fait 3 ans que je sillonne les territoires à la rencontre d'entrepreneurs, et il y avait quelque chose qui clochait, c'est que la plupart n'en vivent pas. Et j'ai travaillé avec une chercheuse en entrepreneuriat féminin qui s'appelle Séverine Leloirne, qui a une chaire à Grenoble. Et pour elle, 88% des entrepreneurs ne vivent pas de leur activité. C'est différent pour les hommes? Je ne connais pas le chiffre. Alors, chez les hommes, on estime que c'est à 50%, mais les montants sont différents. Qu'est-ce que veut dire vivre correctement de son activité? Chez une femme, c'est gagner entre 1500 et 2000 euros par mois. Et chez un homme, c'est gagner entre 3000 et 4000 euros par mois. L'estimation par les hommes et par les femmes de ce dont ils ont besoin pour vivre, c'est ça? Est-ce que ça signifie vivre correctement? Ça veut dire que les cobayes ou vos clients, vos futures clientes sont essentiellement des auto-entrepreneurs pour l'essentiel ou pas? C'est ça, ce sont vraiment les entrepreneurs ayant entre 0 et 20 salariés. Donc toutes celles qui ont pignon sur rue, dans les petites villes, dans les moyennes villes, dans les grandes villes. Qu'est-ce que vous allez leur apporter qu'elles ne savent pas faire déjà? Du business. Mais comment alors c'est génial, moi je signe tout de suite. Mais comment ça justifie le lancement national qui vient d'avoir lieu. En fait, il existe plein de réseaux féminins de partage, d'entraide, de networking, mais pas de business comme nous on veut le faire, c'est-à-dire du business autrement, avec des valeurs de bienveillance, de la relation humaine prime. Il y a des valeurs de sociocratie dans notre fonctionnement, du business aussi qui est enthousiasmant. Ça veut dire on est pro, on est exigeante. Ce sont des réunions de travail. Mais je vais faire mon Michel Chevalet. Comment ça marche? Avec des bouge-up tous les 15 jours. Des bouge-up. Des bouge-up. Bouge-up. On fonctionne en cercle. Dans un cercle, il y a 15 entrepreneurs, chacune d'un secteur d'activité différent. Déjà lancé. Donc par exemple, on a une opticienne, une graphiste, une juriste, une architecte, etc. Elles se rencontrent tous les 15 jours. Obligatoire. Avec un engagement fort, pour... Le soir, en fin d'après-midi, non, fin de journée? Midi, parce que le soir et le matin, ça fonctionne moins bien. Combien de temps? 2 heures, un déjeuner? 1h30. 1h30. Et elles vont pitcher, brainstormer sur leurs problématiques et se recommander les unes les autres à l'extérieur de leur cercle. Toujours les 15 mêmes? Toujours les 15. Ou bien on change après tous les 15 jours? Non, c'est mieux se connaître pour mieux se recommander. Qui a l'initiative de convoquer ces réunions? Elle s'auto-organise? Alors, on a nommé des boosteuses. Oui. Alors, il y a Bouge-up. Alors, Bouge-up, il y a les Bouge-up, il y a les bougeuses. Et dans les bougeuses, il y a les boosteuses. Elle invente un vocabulaire nouveau. Alors, dites-nous. Donc, les boosteuses, ce sont vraiment des entrepreneurs audacieuses, moteurs, qui, elles, vont être formées pour animer les Bouge-up tous les 15 jours. Donc, elles sont formées à l'animation. Elles ont leurs entreprises déjà ou pas? Ah oui, c'est que des entrepreneurs déjà lancés. Mais elles prennent du temps en plus de leur boîte pour animer ces réunions. Voilà. D'accord. Elles sont Bouge-up. Elles sont boosteuses. Boosteuses. Elles sont payées pour ça? Non, mais elles sont formées, on leur donne de la visibilité et elles ont tout intérêt à y gagner parce que du coup, elles ont une vraie visibilité sur leur territoire.
L'objectif. Et avec 15 personnes, il y a un vrai effet des multiplicateurs. On arrive, il se crée des liens business. Pilote en Bretagne. Oui. On était dans 10 villes. On a permis par exemple, dans le cercle de Vannes, ça a généré 27 000 euros de chiffre d'affaires en 5 mois en phase pilote. Donc chacune 1 500 euros, 2 000 euros, 3 000 euros. Mais ça peut vraiment faire la différence. Les fameux petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Oui. Mais ce type de réseau existe un peu. Je pense notamment à des choses comme BNI, on peut les citer. Mixte. Oui. Mais ils sont effectivement, il n'y a pas du tout l'aspect de sexe ou de genre. Mais pour autant, là, il y a un vrai intérêt à se retrouver entre femmes. Il y a des caractéristiques du business féminin. Oui, c'est ça. C'est vraiment l'intérêt. Elles se livrent peut-être plus facilement, elles ont plus confiance. Ouais, c'est ça l'idée. L'intérêt d'un réseau féminin, c'est ça. C'est la liberté de parole. On peut se montrer tel qu'on est avec authenticité, c'est-à-dire avec nos freins, nos doutes, nos difficultés. Tandis que dans un réseau mixte, on va plus vouloir jouer des mécaniques et montrer qu'on est fort comme les autres autour de la table. Donc là, ça permet de libérer la parole, de se booster du coup, et puis d'y aller, de faire des devis, de se recommander. Le meilleur signe du potentiel, c'est la vitesse à laquelle ça s'étend géographiquement, territorialement. Ben là, on était vraiment dans la phase de structuration, etc. Et en Bretagne, dans l'Ouest. Mais maintenant, ça y est, on se déploie dans 12 villes d'ici la fin de l'année. Une toute dernière question très rapide, Arnaud, pardonnez-moi, parce que je ne peux pas m'empêcher. Est-ce qu'il y a un modèle business? Est-ce que vous allez gagner de l'argent avec ça? On est bien sûr le premier exemple. Donc on a mais où est le modèle? Si j'étais financier investisseur dans Bouge ta boîte, je vous demanderais quel est le business model? Principalement les cotisations. Après, on fait plein d'autres choses à côté. On a des formations, des conférences. On offre une page web pour chaque bougeuse. Donc on a beaucoup d'offres. C'est une plateforme de service. On s'abonne en fin de compte à une plateforme de services qui peuvent être en direct ou en ligne, justement pour vous aider à développer votre business. Encore une belle initiative en Bretagne. Forcément. On est d'accord. Merci beaucoup Marie-Éloi. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Bouge ta boîte. On vous retrouvera peut-être dans d'autres aventures d'entrepreneurs encore, parce que vous étiez déjà passé dans cette émission il y a quelques années. Et quant à nous, on s'abandonne pendant quelques instants. On se retrouve pour la deuxième partie de l'entreprise BFM, qui s'appelle désormais Entreprise et Capital. BFM Business, l'entreprise BFM. L'émission qui donne envie d'entreprendre.